L'investisseur m'a appelé personnellement, dit ma sœur Victoria en faisant tournoyer son Pinot Grigio. Il dit que ma stratégie de marque est la seule raison pour laquelle il rachète l'entreprise. Mes parents rayonnaient. Je regardais ma montre. 3, 2, 1. Mon téléphone sonna fort. Un son agaçant. Il brisa le silence cristallin de notre dîner de Pâques. « Morgane, éteins ça !» s'écria mon père. Je n'en fis rien. Je fis glisser mon doigt sur l'écran et mis le haut-parleur. Transfert effectué. La voix à l'autre bout du fil annonça 50,4 millions transférés à Vertex Branding. La table resta figée. Je ne levai pas les yeux de mon assiette. « Excellent !» dis-je d'une voix posée. Activez immédiatement la clause d'acquisition et licenciez la vice-présidente pour négligence grave sur le champ. Je raccrochai, puis je regardai enfin ma sœur. Avant de vous raconter comment j'ai racheté l'entreprise de ma sœur juste pour la virer, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous me suivez. Avez-vous déjà été le maillon faible de votre famille? Je veux entendre votre histoire. Grandir à Highland Park, c'était comme vivre dans un écrin. Tout était poli, cher et fragile. Mes parents, James et Lisa, prenaient la vie pour une représentation, et ma sœur, Victoria, en était la vedette. Elle était extravertie, blonde, parfaite pour la scène qu'ils avaient construite. J'étais calme, brune, et obsédé par l'invisible, le code, la logique, les câbles cachés derrière les murs. Ils ne savaient pas quoi faire de moi, alors ils n'ont rien fait. Je suis devenu le fantôme de leur maison parfaite. Leur négligence n'était pas le fruit du hasard. Elle était structurelle. Je me souviens du jour où c'est devenu flagrant. J'avais 12 ans. Je venais de remporter le championnat d'échecs de l'État. Pas un trophée de consolation, mais la première place face à 300 concurrents. Je suis rentré chez moi avec un lourd trophée en or dans mon sac à dos, le cœur battant d'un espoir désespéré et insensé. Quand j'ai ouvert la porte, la maison vibrait déjà d'excitation, mais pas pour moi. Victoria, 15 ans, venait d'être élue deuxième dauphine du concours de beauté locale de Mississippi Teen Highland Park. « Regarde-la !» s'écria ma mère en ajustant l'écharpe de Victoria, une écharpe qui coûtait plus cher que tout mon matériel informatique. « Une princesse. Il faut fêter ça. »« Maman, dis-je en brandissant mon trophée, j'ai gagné le championnat d'État. » Elle y jeta un coup d'œil, puis reporta son attention sur Victoria. « C'est bien, Morgane. Mets-le dans ta chambre. On va dîner au country club pour fêter ta sœur. BAT Changer. » Ce soir-là, pendant qu'il célébrait la 3e place de Victoria avec du cidre pétillant et du filet mignon, je restais dans ma chambre à manger un sandwich au beurre de cacahuète. Je regardais mon trophée, qui brillait sous ma lampe de bureau, puis l'emplacement vide sur la cheminée où il aurait dû être. La cheminée était encombrée des rubans de participation et des certificats les plus prestigieux de Victoria. Il n'y avait tout simplement pas de place pour ma médaille d'or. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais je le comprends maintenant. En sociologie, on appelle cela la dynamique de l'enfant chéri et du mouton noir. Les familles dysfonctionnelles sont comme des composés chimiques instables. Elles ont besoin d'un stabilisateur. Mes parents étaient profondément complexés, terrifiés à l'idée d'être ordinaires. Ils avaient besoin d'un enfant prodige sur lequel projeter leur fantasme de perfection. Cet enfant, c'était Victoria. Mais un enfant prodige ne peut exister sans contraste. Il leur fallait une brebis galeuse pour absorber leurs angoisses, leurs échecs, leurs déceptions. Cette brebis galeuse, c'était moi. Je n'étais pas simplement ignoré. J'étais indispensable. Mon échec était le moteur du succès de Victoria. Si je réussissais, tout l'écosystème était menacé. Si la brebis galeuse était en réalité la gagnante, alors l'enfant prodige risquait d'être tout simplement ordinaire. Et c'était une vérité que mes parents ne pouvaient supporter. Alors, ils ont construit une réalité où mes victoires étaient invisibles et mes échecs victorieux, de simples étapes vers la grandeur. Ce soir-là, à 12 ans, les larmes ont cessé. Les demandes ont cessé. J'ai compris que si je voulais construire quoi que ce soit dans cette vie, je devrais le faire seul, dans l'obscurité, là où il ne pourrait pas le voir pour le détruire. J'ai rangé le trophée au fond de mon placard, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert mon premier manuel de programmation. Je ne le savais pas encore, mais je venais de poser la première pierre d'un empire qui ne verrait jamais venir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai quitté la maison à 18 ans, non pas en fanfare, mais avec un sac à dos. Victoria est entrée à Northwestern grâce à une bourse complète de ses parents, avec un appartement de luxe et une allocation mensuelle digne d'un salaire de cadre supérieur.
J'ai emménagé dans un appartement en sous-sol à Wicker Park, qui sentait le béton humide et les nouilles instantanées bon marché. Mes parents n'ont pas proposé leur aide, et je n'en ai pas demandé. J'avais mieux que leur argent, le silence. Pendant que Victoria se faisait des contacts lors des soirées étudiantes, malgré ses échecs, décrochait des stages grâce aux copains golfeurs de mon père, je construisais Etherlogic. Tout a commencé sur un ordinateur portable que j'avais remonté avec des pièces détachées. Je ne voulais pas créer d'applications ni de gadgets grand public tape à accent grave l'œil. Je voulais construire l'infrastructure, l'IA logistique invisible et peu glamour qui permettait à Internet de fonctionner. Je passais 20 heures par jour à fixer des lignes de code jusqu'à avoir les yeux qui brûlaient et les doigts crispés. Je vivais à la caféine et à la rancœur. Le silence était devenu ma religion. Je ne leur ai jamais parlé de mon premier contrat avec une grande compagnie maritime. Je ne leur ai jamais dit que j'avais embauché mon premier employé, un brillant décrocheur du nom de Dobby, qui travaillait pour Equity faute de moyens. Je ne leur ai jamais dit que nous avions quitté mon sous-sol pour un vrai bureau dans le centre-ville. Pour ma famille, j'étais juste Morgan, le réparateur d'ordinateurs. Ils pensaient que je faisais du support informatique et que je réinitialisais les mots de passe oubliés. Je les ai laissés croire ça. C'était plus sûr ainsi. Mon oncle Jeffrey était la seule brèche dans le mur. C'était le frère de ma mère, le discret lors des repas de famille, celui qui ne se vantait jamais. Un jour, il est arrivé dans mon appartement miteux avec un chèque de 24 000 $. Ce n'est pas de la charité, a-t-il dit en regardant mon serveur qui ronronnait dans un coin. C'est un investissement. Je vois ce que tu fais, Morgan. Ne le dis pas à ta mère. Il est devenu mon associé silencieux, mon mentor, le seul à savoir que le mouton noir cachait en réalité un loup en puissance. Les années ont passé. Etherlogic est passé du statut de start-up à celui de géant. Nous avons optimisé les chaînes d'approvisionnement mondiales, rationalisé les centres de données et sécurisé l'infrastructure cloud des entreprises du Fortune 500. J'ai acheté un Pantouz en ville via une LLC, mais j'ai gardé ma vieille voiture. Je portais des suites à capuche, pas des costumes. J'ai accumulé de la richesse non pas pour la dépenser, mais pour me fortifier. Chaque dollar était une brique dans un mur que ma famille ne pourrait jamais percer. Pendant ce temps, Victoria a obtenu son diplôme et a immédiatement décroché un poste de vice-présidente chez Ver.xx Branding, une entreprise dans laquelle mes parents avaient beaucoup investi. Elle publiait des photos de son bureau d'angle, de ses déjeuners d'équipe, de son train de vie de femme d'affaires accomplie. Elle ne savait pas lire un bilan. Elle ne connaissait pas ses marges bénéficiaires. Elle savait juste comment paraître prospère. Je les observais dans l'ombre, mon empire grandissant silencieusement sous la surface de leur monde superficiel. J'étais le titan invisible, et ils dansaient au sommet d'un volcan. Avance rapide jusqu'à l'année dernière. J'avais 31 ans. Etherlogic valait 300 millions de $. Je venais de conclure un contrat avec une énorme entreprise de logistique à Tokyo. Mais dimanche soir, j'étais assise à la table de mes parents à Highland Park, à picorer un morceau de poulet sec, pendant que Victoria m'expliquait pourquoi mes chaussures n'étaient pas de marque. « Tu es une jolie fille, Morgan, » dit-elle d'une voix chargée de cette pitié locale si particulière qu'elle avait perfectionnée. « Mais tu t'habilles comme si tu travaillais dans un centre d'appel. » Sérieusement, Vertex lance un nouvel atelier de branding personnel. Je pourrais te faire une réduction. On pourrait te relooker. Ouais, Morgan, intervint mon père en remplissant son verre de vin. Écoute ta sœur. Elle s'y connaît en images. Tu fais toujours de la réparation d'ordinateurs. C'est quoi déjà? Réparer des ordinateurs portables. C'est de l'infrastructure, papa, dis-je d'une voix tendue. De la logistique détournée. Ah oui, ah oui. Des ordinateurs portables, répondit-il d'un ton sec, se tournant vers Victoria. Parle-nous un peu plus du gala. Chérie, qui était là? Je restais assise là, les jointures blanchies sous la table. J'aurais pu acheter tout le country club dont il parlait. J'aurais pu embaucher le patron de Victoria comme assistant personnel, mais je n'ai rien dit. Pourquoi? Pourquoi revenais-je sans cesse à cette table, livré à mon propre examen? En psychologie, on appelle ça le piège de la normalisation de la cruauté. Quand on grandit dans un environnement où l'amour est conditionnel et où la moquerie est le langage courant, on ne le perçoit pas comme de la maltraitance. On le perçoit comme son foyer. Le cerveau normalise la douleur car l'alternative, admettre que ceux qui sont censés vous aimer vous méprisent en réalité, est trop dévastatrice. Mais le plus dangereux n'est pas la cruauté. C'est l'espoir.
C'est l'addiction à l'idée que peut-être, cette fois, si j'en fais assez, si j'explique bien les choses, ils me verront. Ils me regarderont avec la même adoration qu'ils portent à Victoria. Cet espoir est un poison. Il vous fait revenir sans cesse à la source tarie depuis votre naissance, implorant une goutte d'eau. J'ai failli craquer ce soir-là. J'ai failli fracasser mon relevé bancaire sur la table. Mais j'ai croisé le regard de l'oncle Jeff. Il secoua la tête, un mouvement imperceptible. Il savait que révéler prématurément mon succès ne ferait que leur donner matière à s'enflammer. Ils ne seraient pas fiers. Ils se sentiraient tout permis. Ils prétendraient que mon empire leur appartenait parce qu'ils m'avaient élevé. Patience, me disaient ses yeux. Ne leur offre pas ta lumière avant de pouvoir les aveugler. Alors j'ai ravalé ma rage. J'ai croqué dans le poulet séché. J'ai laissé Victoria critiquer ma coupe de cheveux. J'ai laissé ma mère soupirer sur mon manque d'ambition. Je les ai laissés combler leur vide existentiel du son de leur propre voix, ignorant que la jeune fille discrète au bout de la table tenait l'allumette qui réduirait leurs illusions en cendres. L'opportunité se présenta 6 mois plus tard, dans une simple enveloppe Kraft. Ether Logic cherchait à acquérir une agence de branding. Nous avions besoin de fichiers clients, d'une infrastructure de relations publiques et d'une figure publique pour une nouvelle division grand public. Mon équipe acquisition m'a présenté 3 options. L'une d'elles était Vertex Branding. Je suis resté figé devant le nom affiché à l'écran. C'était le destin, ou peut-être simplement l'inévitabilité du marché. Vertex perdait des sommes colossales. La fidélisation de sa clientèle s'effondrait. J'ai autorisé une enquête approfondie menée par le biais d'une société écran, Argo Holdings. Je voulais examiner les comptes. Je voulais constater l'ampleur exacte des dégâts causés par Victoria. Ce que j'ai découvert était pire que de l'incompétence. C'était criminel. Assis dans mon bureau avec Sarah, mon expert comptable judiciaire, nous examinions une série de documents expurgés. Voilà, dit-elle en désignant une écriture comptable. Les dépôts des clients ont été transférés dans les frais d'exploitation, puis transférés sur un compte offshore personnel. Et là, des données clients vendues à des agrégateurs tiers sans consentement. J'ai eu froid dans le dos. Victoria ne se contentait pas d'être en difficulté financière, elle détournait des fonds. Elle vendait les données financières des clients pour couvrir ses pertes et maintenir son train de vie. Si cela venait à se savoir, ce ne serait pas seulement la faillite. Ce serait la prison fédérale. Ce serait la fin de notre nom de famille. Mes parents, qui avaient cautionné des prêts et siégé au conseil d'administration, seraient ruinés. Ils allaient tout perdre, leur maison à Highland Park, leur statut social, tout. Je me suis adossé à ma chaise, la silhouette de la ville scintillante derrière moi. J'avais le choix. Je pouvais laisser tout brûler. Je pouvais laisser la SEC perquisitionner leur bureau et voir ma sœur se faire menotter au journal télévisé. Ce serait la revanche ultime. L'enfant chéri démasqué comme un imposteur. La brebis galeuse qui observait du haut de sa tour d'ivoire. Mais j'ai alors pensé à l'oncle Jeffrey. J'ai pensé au nom de Vertex, que mon grand-père avait fondé 50 ans plus tôt avant que mon père ne reprenne l'affaire. J'ai pensé à la honte qui nous souillerait tous à jamais. Achète-la, ai-je dit à Sarah. Morgane, m'a-t-elle averti, c'est un actif toxique. Le passif est colossal. Je sais, achète-la discrètement. Ça laisse archives. Colmate la fuite de données immédiatement. Rembourse les clients avec mes économies personnelles. Fais croire à une erreur administrative. Enterre-la si profondément que personne ne la retrouvera jamais. Pourquoi, a-t-elle demandé. Pourquoi les sauver? Parce que, ai-je répondu en signant le formulaire d'autorisation d'une main ferme, je ne le fais pas pour eux. Je le fais parce que je le peux et parce que, quand je la licencierai, je veux qu'elle sache que je ne l'ai pas seulement battue. Je l'ai sauvée. J'ai racheté l'entreprise un mardi. J'ai payé 50,4 millions de dollars, 20% au-dessus de sa valeur marchande, pour être sûr que le conseil d'administration accepte immédiatement, sans poser de questions. Je suis propriétaire de Vertex Branding. Je suis propriétaire de la carrière de ma sœur. Je suis propriétaire de l'héritage familial. Et il n'en avait aucune idée. C'est le silence qui m'a frappé en premier. Le cliquetis des couverts s'est arrêté. Le murmure des conversations s'est éteint. 50,4 millions de dollars, c'est une somme qui étouffe l'atmosphère. Victoria me fixait, la bouche légèrement ouverte, un morceau d'asperge suspendu à sa fourchette. Quoi? A-t-elle murmuré. Ma mère a ri, d'un rire nerveux et saccadé. Morgane, ne dis pas de bêtises.
Range ton téléphone. On fait ta sœur. Je n'ai pas répondu. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti un épais portfolio relié cuir. Je l'ai posé sur la table, juste à côté du centre de table floral que Victoria avait absolument voulu. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient les documents d'acquisition, tamponnés et notariés. À côté, un dossier rouge portant la mention « Audit médico-légal confidentiel ». Je ne plaisante pas, maman, dis-je d'une voix presque ennuyée. Je suis la propriétaire. ILYH1 minutes. EtherLogica Aquas Vertex Branding. Je suis propriétaire de l'immeuble où tu travailles, Victoria. Je suis propriétaire de ton portefeuille client. Je suis propriétaire de ton titre. Mon père se leva, le visage rouge écarlate. C'est de la folie. Tu répares des ordinateurs portables. Tu vis dans un taudis. Tu n'as pas 50 millions de dollars. Je ne répare pas d'ordinateur portable, papa, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Je construis l'infrastructure qui gère la logistique de 40% des entreprises du Fortune 500. EtherLogic est valorisé à 360 millions de dollars. Je l'ai construite pendant que tu étais occupé à conduire Victoria à des concours de beauté. Victoria est sempre de papiers. Ses yeux parcoururent les lignes, cherchant désespérément une faille, une plaisanterie, un mensonge. Mais il n'y en avait pas. Son visage pâlit. Vous avez acheté ma société? Oui, dis-je. Et maintenant, nous devons parler de vos performances. J'ouvre le dossier rouge. La fidélisation de la clientèle a chuté de 40%. Le chiffre d'affaires est en berne. Et ceci, dis-je en désignant une section surlignée, une fuite de données concernant les dossiers financiers de vos 3 plus gros clients. Vous avez commis cette erreur. Vous avez vendu les données pour couvrir vos pertes. Ce n'est pas simplement de l'incompétence, Victoria. C'est de la fraude. Un silence de mort régnait dans la pièce. J'entendais le tic-tac de l'horloge dans le couloir. J'ai racheté l'entreprise pour la sauver, poursuivis-je. Mais surtout, je l'ai rachetée pour éviter à ma famille la prison fédérale. J'ai colmaté la fuite ce matin. J'ai remboursé les clients pour mes comptes personnels. Le scandale est étouffé. De rien. Victoria semblait se ratatiner. Son allure, d'ordinaire si droite et fière, s'était effondrée. Morgan J. Mais je ne peux pas vous garder, dis-je en refermant le dossier. Vous êtes licencié. Immédiatement. Votre indemnité de départ est en route. Elle est généreuse. Plus généreuse que vous ne le méritez. Mon père s'assit lourdement. Morgan, nous n'en avions aucune idée. Nous sommes si fiers. Non, dis-je en l'interrompant. Tu n'es pas fier. Tu es soulagé. L'argent t'impressionne. Mais tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais connu. Tu aimais l'idée d'une fille qui réussit. Et quand tu pensais que c'était Victoria, tu l'idolâtrais. Maintenant que c'est moi, tu veux changer de cap, mais c'est trop tard. J.E. regarda Victoria. En philosophie, on parle de la différence entre être et avoir. Victoria avait des choses, des titres, des éloges, des vêtements, mais elle n'était rien. Sans validation extérieure, elle était vide. Je le voyais dans ses yeux, la terrifiante prise de conscience que toute son identité n'était qu'une location et que le bail venait d'expirer. J'ai bâti ma propre table, dis-je en me levant. Je n'ai plus besoin de ma place à la tienne. Je quittai la salle à manger, laissant les papiers sur la table. L'enfant chéri était détrôné. La brebis galeuse était devenue le loup, et le silence dans cette maison était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Les jours qui ont suivi Pâques ont été un tourbillon de logistique. J'ai envoyé une équipe chez Vertex Branding pour sécuriser les serveurs et entamer la restructuration. Victoria a été licenciée discrètement. Sans fanfare, sans humiliation publique, hormis ce qui s'était passé à table. J'ai tenu parole. La fuite de données a été colmatée. Les clients ont été indemnisés et le nom de famille est resté intact. Je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait parce que je refusais que leurs erreurs me salissent. Mes parents ont essayé de me contacter. Ils m'ont envoyé des fleurs. Ils ont laissé des messages vocaux évoquant des malentendus et un orgueil démesuré. Ma mère s'est même présentée à mon immeuble, tentant de charmer le portier pour qu'il la laisse monter. Je l'ai vue sur les images de vidéosurveillance, l'air petit et perdu dans le hall d'un immeuble qu'elle savait ne jamais pouvoir se payer. J'ai dit au portier de la renvoyer. Je ne les ai pas complètement coupés des ponts. Je les ai simplement mis à l'écart. Ils sont passés de la famille à la parenté. Des personnes avec qui je partage des liens de parenté, à qui j'envoie des cartes de Noël, mais des personnes qui n'ont plus leur place à ma table. J'ai cessé de rechercher leur approbation.
Ce faisant, je leur ai ôté tout pouvoir. Ils ne sont plus que des personnages de mon passé, et non plus les artisans de mon avenir. Victoria a déménagé en Arizona. Elle a trouvé un poste de cadre intermédiaire dans une chaîne de magasins. Il paraît qu'elle s'en sort bien. Humble, peut-être, discrète. Elle m'envoie un courriel chaque année pour mon anniversaire. Je ne réponds pas, mais je ne le supprime pas non plus. 6 mois plus tard, j'ai lancé la Jeffrey Initiative, du nom de l'oncle qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. C'est une fondation qui finance la formation aux technologies pour les enfants invisibles, les élèves discrets du fond de la classe, ceux qui sortent des sentiers battus, ceux qui se créent des mondes imaginaires parce que le monde réel ne leur offre aucune place. Je leur ai apporté le financement et le mentorat pour lesquels j'ai dû me battre. Hier, je suis entré au siège de la fondation. L'endroit était en pleine effervescence. Des enfants codaient, débattaient de logique, construisaient des choses qui n'existaient pas encore une heure auparavant. J'ai aperçu une fille dans un coin, casque sur les oreilles, absorbée par son clavier. Elle a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Elle n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête, un léger signe de compréhension, une reconnaissance d'un langage secret partagé. J'ai hoché la tête à mon tour. On dit que le succès est la meilleure des vengeances. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le succès est bruyant. Le succès est extérieur. Ce que j'ai trouvé est bien mieux. La paix, la certitude tranquille et inébranlable que ma valeur ne dépend pas de leur réaction, mais de ce que je crée moi-même. Je suis souveraine, et c'est un luxe que l'argent ne peut acheter. Si vous avez déjà dû vous battre pour votre place parce qu'on vous refusait une table, cliquez sur « J'aime ». Partagez ceci avec la brebis galeuse de votre entourage qui a besoin de savoir qu'elle est destinée à un grand avenir. Merci d'avoir regardé.